L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Mon prochain invité, vous l'avez sûrement reconnu, vient nous visiter au moins une fois par mois. Absolument. Bernard Généreux, bonjour. Bon matin. Bernard, on est encore, c'est le 20 janvier aujourd'hui, on peut encore vous souhaiter une bonne et heureuse année. À toi-même, puis à tous tes auditeurs aussi, oui. téléspectateurs, absolument. On va vous souhaiter de la santé, parce qu'avant les fêtes, il y a eu quelques petits signes que l'âge avance. En fait, mon âge va avancer en avril prochain. Ça me fait du bien de vous taquiner un peu. Mon âge va avancer en avril prochain. Je suis pas encore. J'ai toujours le même âge que j'avais l'année passée. Sans indication, quel âge vous avez? J'aurai 60 ans au mois de. On change de dizaine. Oui, on change de dizaine, puis je vais me faire un gros party quand les mesures sanitaires seront terminées. À 65 ans. Finalement, je vais faire un party de mes 60 ans à 65 ans. Quand les mesures seront terminées. Faut finir par prendre ça à rien. Il y a certains parlementaires qui l'ont oublié. Faut finir par prendre ça à rien. Parce que... Bernard, plus sérieusement, parce que, on a plusieurs sujets à discuter avec vous, mais le premier, c'est pas local. Puis, on vous reçoit pour parler des dossiers locaux. Mais celui-là m'interpelle particulièrement. Mélanie Joly, qui est la ministre des Affaires étrangères, elle est en Ukraine actuellement. Et même ce matin, elle déclarait que c'est loin d'être terminé le conflit avec la Russie. C'est inquiétant. Moi, je me demande, et je vous pose la question à vous, parce que hier, votre collègue Paulus, là, qui a fait une déclaration par rapport au fait que M. Trudeau est long à prendre des décisions, je le dis dans mes mots, là. Oui. Mais... c'est ça. Oui. On pourra prendre d'autres mots aussi. Oui. Est-ce que le Canada doit se mêler de ce conflit-là? Absolument. Moi, c'est la question que je vous pose ce matin. Absolument, absolument. Le Canada fait partie de l'OTAN depuis plus de 50 ans. L'OTAN, qui est l'organisation des pays nord-atlantiques. On est une organisation, c'est une organisation extrêmement bien structurée, une organisation militaire, donc qui a des ramifications partout en Occident. Et l'Ukraine est un des derniers pays d'Europe qui vient de rejoindre l'Europe, qui n'est pas encore au sein de l'OTAN. La Russie est très inquiète du fait que l'Ukraine pourrait devenir dans l'OTAN, parce que ça rapprocherait les ensembles des alliés, les Britanniques, les Français, les pays européens, etc., que le Canada. Donc, ça les rapprocherait encore plus de la Russie, ce que la Russie ne veut pas. Mais le conflit de l'Ukraine remonte à 2014 et même avant, où la Russie, je ne sais pas si vous vous souvenez, avait envahi la Crimée. La Crimée qui est une province de l'Ukraine. Et là, il y a d'autres parties de l'Ukraine qui intéressent la Russie. On est sur le bord d'un potentiel débat armé qui pourrait y avoir, là, ou une invasion armée de la part de la Russie. Ils ont plus de 100 000 soldats placés le long de la frontière nord-est de l'Ukraine. Donc, il y a une inquiétude très, très évidente actuellement. Et le Canada est déjà partenaire avec l'Ukraine, puisqu'on a 200 soldats militaires qui forment actuellement des gens de notre armée canadienne, qui forment des 100 000 Russes puis 200 Canadiens. Non, mais en fait, faut bien comprendre que c'est pas les uns et les autres ne sont pas face à face, là, dans la mesure où on est là depuis un bon moment, d'ailleurs, en Ukraine. On forme des Ukrainiens, on forme l'armée ukrainienne. Bon, le conflit, évidemment, il va être beaucoup plus avec les États-Unis s'il y avait lieu. S'il y avait une invasion de l'Ukraine parce que l'Ukraine est un pays démocratique. Hein? C'est comme si un autre pays venait envahir le Canada. Les Américains ou que la Russie voudrait envahir le Canada, on ne laisserait pas faire ça. Les Américains ne laisseraient jamais faire ça. Donc, tous ces éléments-là, c'est vraiment une géopolitique mondiale qui est très importante. Dans ce secteur-là, particulièrement aussi, il faut savoir qu'il y a du gaz, il y a du pétrole en Ukraine, il y a des ressources naturelles. Donc, tu sais, c'est tous ces éléments-là qui font partie d'un ensemble géopolitique beaucoup plus complexe. Mais la question qui se pose aujourd'hui, c'est, puis d'ailleurs, c'est pour ça que Pierre Paulus est sorti hier en disant que M. Trudeau était lent à prendre des décisions. On a une entente avec la formation de l'armée ukrainienne, avec l'armée du Canada, avec les forces armées, qui se termine à la fin mars. On est rendu à la fin janvier, puis toujours pas de nouvelles encore. Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Donc, puis là, on ne parle pas des SF-18, on ne parle pas des missions de paix que M. Trudeau avait dit en 2015 qu'elle allait renforcer les missions de paix. On a diminué les missions de paix depuis que M. Trudeau est là. Alors, il se fout littéralement de l'armée. C'est ça la réalité. OK.
Ça va faire quoi, là? Bien, ça va faire quoi? Écoutez, évidemment, c'est pas l'armée canadienne, on s'entend, là. On pourrait... Là, l'Ukraine nous a demandé des armes, nous a demandé certains éléments très spécifiques. C'est ça que je voulais vous entendre là-dessus. Est-ce que le Canada, est-ce qu'on est prêt, nous autres, à embarquer dans ce... Parce qu'on sait que ça chatouillerait M. Poutine si on commençait à fournir des armes à l'Ukraine, là. Je vais faire un parallèle avec ce qui vient de se passer avec la pandémie dans le réseau de la santé, là. Au niveau de l'armée canadienne, il manque 10 ou 15 000 membres dans l'armée actuellement. Oui. C'est le plein emploi actuel qu'on vit au Canada, le vieillissement de la population aussi, fait en sorte que dans l'armée aussi, il manque de monde. Et il y a 10 000 personnes. Demain matin, on aurait un conflit armé mondial, là. Sincèrement, quand on fait l'analyse de notre armée, là, je ne suis pas sûr qu'on est capable de faire grand-chose. En plus, qu'on a des vieux CF-18 que M. Trudeau a achetés en Australie, qu'on a réparés à coût de centaines de millions, parce qu'il a retardé encore une fois l'achat des CF-18 ou des FCF-35 pour les remplacer. Donc, on est dans un gouvernement qui n'a pas d'intérêt du tout pour ça. Donc, inévitablement, s'il y avait un conflit armé mondial dans lequel le Canada doit s'impliquer ou devrait s'impliquer, on va avoir l'air de quoi, les autres, là, encore, là. C'est ça, la réalité. OK. Donc, ce que je comprends, c'est que le fait que Mélanie Joly soit en Ukraine, vous êtes d'accord avec ça? Ben oui, absolument. Il faut, puis absolument. Puis plus que juste d'être présent pour aller faire des beaux babayes, là, je veux dire, il faut prendre des actions concrètes pour aider l'Ukraine. Saviez-vous qu'il y a 1,8 million d'Ukrainiens au Canada? Particulièrement dans l'ouest du Canada, en Saskatchewan, en l'Alberta, puis en Manitoba. C'est des grandes familles d'entrepreneurs, en passant, au Canada. C'est des gens très impliqués. Ils ont beaucoup d'influence sur les gouvernements, tous les gouvernements, autant les libéraux que les conservateurs, puis même le NPD. Ils ont des ramifications partout. C'est des gens très impliqués. J'ai des collègues qui sont ukrainiens, là, qui sont à la base ukrainiens, donc ils sont peut-être nés au Canada, mais ils sont ukrainiens de base. Et c'est des gens qui sont venus lors de conflits antérieurs et qui se sont réfugiés au Canada, qui ont été accueillis à bras ouverts, un peu comme les Syriens il y a 2, 3, 4, 5 ans. Donc, c'est le même principe, mais ces gens-là continuent à procréer, ce que nous, les Québécois, particulièrement, on ne fait plus. Alors, ils ont des grandes familles, puis ils ont beaucoup d'enfants, puis évidemment, comment je pourrais dire ça, ces personnes-là prennent une place de plus en plus prépondérante dans l'histoire du Canada. Puis il faut respecter ça. Et je pense qu'ils participent aussi au conflit armé, que ce soit dans l'armée ou autrement. Maintenant, votre dernière visite ici, le 21 décembre, vous nous avez mentionné, puis je suis resté un peu surpris. Je pense que plusieurs, comme moi, l'ont appris. Pourtant, c'est un gars qui suit l'actualité du Bénin. Que 15 000 camionneurs prenaient leur retraite... En 2022. Vous avez mentionné le 31 décembre. Non, en fait... Et là, on apprend que les camionneurs non vaccinés ne peuvent pas entrer au Canada. Non. Là, on a un problème d'approvisionnement déjà parce qu'à cause de la pandémie, manque de main-d'œuvre. Et là, on apprend que les camionneurs non vaccinés, on comprend ce qui se passe avec les vaccinés et non vaccinés, c'est ainsi, là. Mais le problème, il est encore grand parce que là, on risque encore une fois de s'affaiblir au niveau approvisionnement. On fait quoi avec tout ça? Bon. Écoutez, il faut revenir au début de la pandémie en mars 2020. Je ne sais pas si vous vous souvenez, là, mais les camionneurs, là, on demandait, les politiciens demandaient aux gens d'envoyer les babayes aux camionneurs puis de les remercier. Parce que c'était des héros, parce qu'ils étaient capables d'aller nous fournir en matière qu'on avait besoin. Je ne sais pas si vous vous souvenez, là, il y avait eu un manque de papier de toilette. Là. Le papier de toilette, là, il n'arrive pas par avion, il n'arrive pas par train, il arrive par camion. Alors, tout le monde saluait les camionneurs, on les flashait, tout le monde c'était des héros. Là, aujourd'hui, c'est des zéros. Le gouvernement, en implantant, autant au Canada qu'aux États-Unis, par ailleurs, hein, en implantant la double vaccination pour les camionneurs, le problème qu'on vit avec ça, c'est qu'effectivement, on annonce qu'en 2022, il y aura au moins 15 000 camionneurs qui vont prendre leur retraite. C'était pas nécessairement juste au 31 décembre, là, on parle de 2022. En plus de ça, il y a des camionneurs, des compagnies de transport qui ont des camionneurs qui ne sont pas doublement vaccinés ou qui ne sont pas vaccinés du tout, donc ils ne peuvent plus rentrer aux États-Unis. Et l'inverse, plus ça, c'est 50 des camionneurs américains qui ne sont pas vaccinés. C'est plus. Nous autres, on en a 10 des camionneurs qui ne sont pas vaccinés au Canada. Donc, c'est à peu près l'équivalent de la moyenne nationale, là. Donc, on a à peu près 10 de la population qui n'est pas vaccinée actuellement. C'est le même principe au niveau des camionneurs. Bien, sur les 180 000 camionneurs, ça en fait 18 000 de plus là, qui ne peuvent plus aller aux États-Unis, en plus des 15 000 qui vont prendre leur retraite. On va avoir un sérieux problème tantôt. On a déjà une inflation galopante actuellement. On a 4,8 d'inflation au mois de décembre. C'est la plus grande inflation dans un mois depuis 30 ans.
Alors, on a une inflation de 3,2 actuellement au Canada en moyenne en 2021 et on pense qu'en 2022, ça va être encore pire. Et on ne tient pas compte dans les calculs de l'inflation le coût de toute l'augmentation au niveau de logement. Imaginez-vous, s'il fallait qu'on rajoute ça en plus, ça a augmenté de 30 en moyenne en 2022, là, en 2021. Alors, tout ça mis ensemble fait en sorte que tantôt, chez IGA Montmagny, là, il risque d'avoir des tablettes où il n'y aura rien dedans. Il n'y aura rien dedans. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas de camionneurs disposés pour être capable d'aller chercher des fruits et légumes puis des denrées aux États-Unis qu'on a besoin qui ne poussent pas au Canada. Alors ça, c'est une réalité qui s'en vient. La raison pour laquelle le gouvernement a mis ça en place, c'est pour s'assurer qu'un camionneur qui va aux États-Unis n'amènera pas ou ramènera pas Omicron. Parce qu'il faut bien le dire, là, Omicron, actuellement, il est au Canada. Puis il est très intensivement au Canada. On n'a pas été capable de le stopper au Canada. C'est la même affaire pour les gens qui rentrent. Les touristes qu'on veut qui viennent ou qui reviennent au Canada, au moment où on se parle, ils doivent faire un test avant de partir de leur pays, quel qu'il soit, leur pays d'origine, ils doivent faire un test avant de prendre l'avion. C'est obligatoire, là, partout au Canada, partout dans le monde. Et le seul pays au monde actuellement où on demande un test à l'arrivée, en plus, ils peuvent pas pogner la COVID dans le ciel. Là. Les endroits, même un des endroits les plus sûrs pour ne pas pogner la COVID, c'est dans un avion à cause du transfert de l'air qu'il y a dans l'avion. Il y a tellement un roulement de l'air dans l'avion que les risques de prendre la COVID dans un avion, de toute façon, il faut que tu portes le masque. Tu portes pas le masque, tu t'en vas dehors. Tu te mets dehors, c'est pas plus compliqué que ça. Tu te laves les mains en rentrant, en sortant, à chaque fois que tu te lèves, etc. Donc, les mesures sanitaires sont respectées dans les avions. Le seul pays au monde actuellement où on a une obligation de faire des tests de PCR à l'aéroport, c'est au Canada. Imaginez que vous voulez aller en France, vous faites des tests avant de partir, vous êtes triplement vacciné ou doublement vacciné, vous arrivez en France, il faut que vous vous isoliez pendant 5 jours de temps sur vos vacances de 10 jours. Vous venez de passer la moitié de 5 jours à l'hôtel. C'est intéressant. Allez-vous aller en France? Allez-vous payer 2500$ pour aller en France, passer un séjour d'une semaine? Les gens qui veulent, au moment où on se parle, commencer à décider de venir au Canada pour prendre des vacances, est-ce que ça leur tente de venir au Canada en sachant qu'il faut qu'ils restent 5 jours à l'hôtel en arrivant? Pas à tout. Ils vont aller ailleurs. Donc, l'industrie touristique aussi, elle est touchée, tout comme l'industrie du camionnage. Et ça, c'est des décisions qui sont relatives au gouvernement qui veut prendre des mesures pour freiner l'arrivée d'un virus qui est déjà présent au Canada. Là. M. Biden n'encourageait pas le monde des Américains à venir au Canada la semaine passée. En plus, imaginez-vous, ils disent de ne pas venir au Canada. Mais vraiment, moi, la question que je vous pose, c'est si vous étiez au pouvoir, on voit toutes les mesures que M. Legault prend actuellement contre les non-vaccinés, et même les quincailleries, tout le monde commence à crier haut et fort là, que ça ne peut pas fonctionner, surtout avec le problème de main-d'œuvre qu'on a actuellement. Si vous étiez au pouvoir, vous accepteriez que les camionneurs non-vaccinés traversent au Canada? Absolument. Les gars sont 98 du temps sont dans leur camion. Ils sortent pour prendre leur marchandise, puis ils sortent pour la rentrée. Ils ne peuvent même plus aller dans des arrêt-stop. Ils mangent dans leur camion, ils couchent dans leur camion, ils arrêtent pour prendre une douche à gauche, à droite, puis encore, là. C'est le risque. Il faut, quand on prend des décisions, on doit analyser les risques et les effets de ces risques-là. Alors, l'équilibre ou la balance à l'intérieur de ça, le gouvernement ne l'analyse pas. Ils prennent des décisions en fonction des risques. Ils ne prennent pas des décisions en fonction des conséquences. C'est quoi les conséquences qui vont arriver tantôt? On va payer déjà notre panier d'épicerie en 2022 1 000 de plus qu'en 2021. On sait déjà ça, là. Alors, inévitablement, ça va augmenter tantôt. Le prix des oranges, il paraît que ça va être l'enfer cette année. Imagine-toi, il n'y a pas de camion pour les transporter en plus. C'est sûr que quand on va aller à l'épicerie, les oranges vont être à un prix exorbitant. Tous les éléments, le panier d'épicerie a augmenté de 30 depuis un an. Alors, ça va continuer à augmenter encore. Il faut prendre des mesures pour atténuer et équilibrer ces éléments-là. Quel est le risque réel de laisser transporter? Écoutez, regarde au niveau de la santé au Québec. Le gouvernement du Québec voulait arrêter les personnels qui n'étaient pas vaccinés de rentrer dans les hôpitaux. Qu'est-ce qu'ils ont obligé de faire? Ils ont obligé de changer de politique. Ça aurait été un crash absolu, total. On rentrait dans le mur. Là, on va rentrer dans le mur au niveau des denrées alimentaires qui ne rentreront plus au Canada. C'est ça la réalité qui va arriver. Les prix vont augmenter de façon épouvantable à cause de M. Trudeau qui ne veut pas peser les conséquences par rapport au risque réel d'amener un virus par des camionneurs. Quand est-ce que vous commencez à siéger? On commence à siéger le 31, puis regardez bien ça, je pense que ça va valoir la peine. Parce que c'est un gouvernement minoritaire. Absolument, absolument. Mais tant que le NPD, je l'ai répété, puis je le dis encore à tout le monde, là, tant que le NPD va voter comme ils le font tout le temps avec le gouvernement du Canada, il en demande encore plus. Actuellement, les économistes demandent au gouvernement du Canada d'arrêter les programmes d'aide.
Écoute, et c'est des dizaines et des dizaines de milliards qu'on pompe dans l'économie à tous les jours, là, actuellement encore. C'est plus nécessaire. Arrêtez ça, là. C'est assez les dépenses. Le ministre... Oui, mais attendez un petit peu. Là, parce que là, vous me devancez. Là, écoute, parce que là, on devait parler de tourisme. Tout est dans tout, hein? Bon, je suis fini comme l'entrevue. Non, mais tout est dans tout, Michel. C'est ça la réalité. Les décisions que ce gouvernement-là prend actuellement... Écoutez, au Québec, là, on est le pire État au monde, au pourcentage du centième, des décès au niveau de... Alors, est-ce qu'il ne faut pas se poser des questions sur... Écoute, les Canadiens, ils vont jouer, là, le club de Canadiens de hockey, là, ils vont jouer aux États-Unis, 15 000 personnes dans l'aréna. Ici, c'est un des bancs vides. Comment ça fait qu'on a autant de morts encore dans nos hôpitaux, là, dans le réseau de la santé? Le réseau de la santé n'était pas prêt pour avoir un événement comme celui-là. C'est pas la COVID, le problème, là, c'est le réseau de la santé. On a vu le rapport hier. Regarde, c'est ça la réalité. Mais en même temps, je veux dire, oui, moi, je ne suis pas contre les mesures, mais là, les restaurants sont fermés. Quand on est un restaurant dans lequel il y a de l'espace, on est à 50 mettons que tu roules à 50 de capacité, qui est le minimum pour être capable de survivre quand tu es un restaurateur. À un moment donné, là, il y a une conférence de presse d'après-midi. Ils viennent d'ouvrir en Ontario. J'espère qu'ils vont ouvrir au Québec, là. Sincèrement, en Ontario, c'est le 31 janvier. Oui, à un moment donné, là, ça va faire. Là, je veux dire, on voit toutes les... En fait, puis je ne sais pas si vous avez écouté Découverte à Radio-Canada avec Anne-Marie Dussault puis M. Tisser. Là. Malheureusement, non. Écoute, la COVID, là, le COVID-19, c'est un coronavirus, au même titre que la grippe. C'est la même affaire, là. C'est le même virus. C'est en fait pas le même, mais c'est un virus. C'est l'équivalent de... Il est plus fort que la grippe. Mais la grippe va devenir une endémie. C'est-à-dire que la grippe, le virus, du coronavirus de la grippe, est quelque chose qui est endémique. C'est-à-dire que c'est là, on sait que c'est là, on vaccine le plus grand nombre de personnes pour éviter d'avoir des effets. Éventuellement, ça va être la même affaire avec la COVID. On va avoir une dose à chaque année puis pour se protéger. C'est ça qui va arriver. Alors, la réponse aujourd'hui, c'est Omicron est arrivé au mois de novembre. On est à la fin janvier. On a pogné un pic, là, puis là, ça va retomber. Là. Bon, on va refaire quoi, là? Je veux dire, à un moment donné, il va falloir qu'on apprenne à vivre avec ça, là. C'est ça, la réalité, là. Si on ramène ça au niveau local, oui. Bon, beaucoup de restaurateurs, particulièrement, parce que ce sont des restaurateurs, je pense, qui auront subi les effets les plus sévères au niveau de cette pandémie-là. Le monde des arts, vous avez l'occasion de sillonner le territoire. Comment ça se passe, ce territoire? Est-ce que vous avez des demandes? Est-ce que vous avez des demandes d'entrepreneurs qui sont en difficulté ou vous êtes l'oreille de ces gens-là? Là? Plus actuellement, parce qu'il y a eu des programmes d'aide qui ont été mis en place en octobre, en novembre. Les programmes d'aide, il y en a 4. Il y en a 4 pour les moi, j'en ai plus que ça. Là. Il y en a 3 pour les individus, pour les monsieur, madame, tout le monde. Pardon, puis il y en a 4 pour les entreprises. C'est des programmes d'aide qui sont vraiment spécifiques au domaine de la restauration, de l'hébergement, du tourisme. Très, très spécifiques. Et puis, sur le 7 quelques milliards qu'ils ont adopté, il y avait là-dessus à peu près 1,5 milliard d'aides exprès pour les restaurateurs. Donc, ils sont aidés au moment où on se parle. Écoute, après 5 vagues, là, ils savent comment faire les demandes, là, donc ils n'ont plus besoin de moi pour les faire. Mais la réalité, c'est que ces gens-là ont une résilience absolument... Ça leur demande une résilience extraordinaire, là. Écoutez, moi, je suis en affaires, là. J'ai 30 employés, là, 20, en tout cas, on joue entre 25 et 30 de façon variable, là. Moi, je me mets à leur place, puis demain matin, il fallait que je vienne, comme j'ai fait le 15 mars 2020, là, fermer l'entreprise pendant 5 semaines. Là. C'est-à-dire, une affaire, là, c'est comme un coup de poing d'en face là, qu'on reçoit. Mais eux autres, ça fait 4 fois qu'ils l'ont. Là. Imaginez ça. Moi, j'ai eu lu juste une fois, là, puis j'ai trouvé ça dur. Eux autres, ça fait 4 fois qu'ils l'ont. À un moment donné, là, il va falloir que la société apprenne à vivre avec le fait qu'on puisse être capable d'avoir 2 vaccins, 3 vaccins, puis d'aller respecter les règles. Puis là, ben, écoute, la game de hockey là, qui a eu lieu mercredi, ou on est quel jour? Là, vendredi? Non, jeudi aujourd'hui. Mardi, je pense, je me souviens plus quelque part aux États-Unis, là, les Canadiens sont allés jouer. Minnesota. Il y avait 15 000 personnes dans le stade, pas de masque. On va aller voir. Ben moi, j'écoutais le football. Faudrait aller voir, c'est quoi le football dimanche. Ben, il y a 40 000. Il y avait 60 000 personnes. Alors, il faudrait aller voir dans ces provinces-là ou ces États-là, là, s'il y a eu une éclosion là, de COVID, d'Omicron là, à remplir les hôpitaux. Là. À un moment donné, là, puis moi, je connais de plus en plus de monde là, qui ont attrapé la COVID, là, qui sont triplement vaccinés. Là. Moi, j'ai 3 vaccins, puis je pourrais empoigner demain matin. Alors, je vais probablement... Il n'y a jamais personne, je te l'ai déjà dit, ça. Il n'y a jamais personne qui a dit que le vaccin empêcherait qu'on poigne la COVID. Le vaccin, il semblerait que ça soit bon à 70 pour nous protéger. Ça atténue, d'ailleurs,
C'est pas pour rien que 50 en tout cas, selon les chiffres, les derniers chiffres que j'ai vus, 50 des gens qui sont hospitalisés en soins intensifs au Québec actuellement, c'est des gens qui sont non vaccinés, tandis qu'ils représentent 10 de la population non vaccinée. Alors, on voit le cause à effet quand on ne l'est pas vacciné. Alors, Dieu du ciel, allez vous faire vacciner. Allez vous faire vacciner. C'est pour le bien collectif. Pas juste votre bien individuel, c'est votre bien collectif. M. Éric Duhem, qui est chef du Parti conservateur du Québec, a demandé à M. Legault hier de pouvoir arrêter toutes ces règles sanitaires-là parce qu'il trouve que ça ne change rien dans les hospitalisations, ça ne change rien dans le... Vous pensez quoi de ça? J'ai vu que ce qu'il avait demandé, puis il faut faire attention au grand titre des journaux, il a demandé de façon progressive. Il n'a pas demandé de tout arrêter ça le même matin. Et je pense que ils ont en partie raison, dans la mesure où quelles sont les mesures sanitaires qu'on diminuera dans le temps. Inévitablement, il faudra y arriver. On n'aura pas le choix. Il va falloir apprendre, je le répète, apprendre à vivre avec. Nous, là, les conservateurs au national ou au fédéral, nous ne sommes pas pour la vaccination obligatoire. On est dans un pays de liberté. Une des libertés qu'on a, c'est de choisir qu'est-ce qu'on veut s'introduire dans le corps. Les gens peuvent décider de fumer et d'arrêter de fumer, ça, c'est leur affaire. Ça appartient à eux autres. Puis ils payent des taxes, ce qui font en sorte que ceux qui sont malades, ils se ramassent à l'hôpital, puis ils ont déjà payé des taxes en fonction du fait qu'ils peuvent être malades s'ils sont... Je suis pas d'accord avec ça, mais ça reste que c'est ça la réalité. Ce que je veux dire par là, c'est que on est le pays dans lequel nous sommes, qui est un pays de droits et libertés, on doit respecter l'ensemble des personnes qui vivent dans ce pays-là. Moi, je ne suis pas d'accord avec les gens qui ne vont pas se faire vacciner. Je ne suis pas d'accord avec eux. Mais je les respecte, par exemple. Ils ont le droit à leur décision. Ça les impute. Les 50 de gens qui représentent 10 de la population, qui sont aux soins intensifs aujourd'hui, là, s'ils avaient été vaccinés, est-ce qu'ils seraient aux soins intensifs? C'est ça la question. C'est ça la question. La réelle question, c'est ça. On a parlé avec les gens du 6 du Bas-Saint-Laurent là, il y a 2 jours. On a eu une conférence téléphonique avec tous les élus du Bas-Saint-Laurent. La moyenne d'âge des gens aux soins intensifs actuellement dans le Bas-Saint-Laurent, là, c'est 84 ans. C'est pas monsieur, madame, tout le monde, là. C'est des personnes âgées, encore une fois. Puis c'est la moyenne, là. Ça veut dire qu'il y en a de 90 et 92 ans, là. Tu sais, je veux dire, c'est la moyenne d'âge. C'est encore les personnes âgées les plus vulnérables qui sont atteintes par la COVID. Puis là, c'est comme si on n'avait pas encore appris ça, là. Tu sais, je veux dire, c'est là où il devrait y avoir des mesures exceptionnelles qui sont prises, pas à l'ensemble de la population, puis aux restaurateurs. Les gens de 80-90 ans, ils vont plus au restaurant, ils sont dans des CHSLD. Ils vont plus dans les restaurants. Moi puis vous, on va encore dans les restaurants, puis on les encourage, puis on veut qu'ils continuent à faire des affaires, parce qu'on veut que ça dynamise nos milieux. Moi puis vous, là, quand même qu'on poignerait la COVID un matin, au bout de 5 jours, même que le ministre de la Santé au Québec permet à des gens qui ont eu la COVID de retourner travailler au bout de 5 jours. Alors, ils sont encore potentiellement... là, peuvent encore transmettre la COVID, puis on leur demande de revenir dans le milieu de la santé. Il y a des incohérences. Il faut l'avouer. Là. Il y a quand même des incohérences actuellement qui sont difficiles à admettre. Nous, les gens qui communiquent avec nous, là, c'est des gens qui sont exaspérés actuellement. Je vais vous dire, la 5e vague, là, elle est dure à accepter. Là. Elle est très dure à accepter. Puis les moyens... La misère passée, on l'a vu par les sondages hier. Là, je vais dire, là, le monde commence à avoir le voyage. Ouais. Moi, le premier, d'ailleurs, je commence à avoir mon voyage. Moi, je suis jamais chez nous. Là. En plus que mon petit-fils doit se faire opérer, il faut absolument que je fasse attention pour pas il devait se faire opérer en janvier. En fait, il devait se faire opérer en janvier. Là, on attend demain, on va voir. On est jeudi, demain, on va voir si on va avoir le téléphone. Si c'est le cas, moi, je devais aller à Ottawa. Je ne pourrais pas aller à Ottawa, il faut que je reste dans la région. Parce que je vais voir, j'aide mon épouse, ma fille, son chum, etc. Il faut être 24 heures sur 24 pendant 7 jours de temps à l'hôpital avec lui. Là. Donc, inévitablement, il va falloir se relayer. Là. Moi, je ne pourrais pas être à Ottawa en même temps de faire ça. Là. En tout cas, tout ça pour dire qu'il y a une réalité, c'est il est probable de rentrer à l'hôpital parce qu'il y a trop de monde à l'hôpital actuellement. Il y a trop de monde à l'hôpital. Pourquoi actuellement? Parce que 50 des lits sont occupés par des gens qui ne sont pas vaccinés. C'est ça la réalité. Alors moi, je dis aux gens, allez vous faire vacciner. Je ne peux pas les obliger à le faire, mais je peux les... On l'a dit des milliers de fois, allez-y vous faire vacciner. Écoute, moi, je suis rendu à 3 doses, je n'ai rien senti. Là. C'est tout à un moment donné, il faut arrêter d'avoir peur. Là. Les gens qui ne veulent pas se faire vacciner, la grande majorité, ont déjà été vaccinés dans le passé pour d'autres choses. Là. Si ça continue, on va s'acheter un petit pot. En tout cas, on met ça dans notre café. Il y a des tests rapides. Il y a toutes sortes d'autres moyens là, actuellement disponibles, les tests rapides. Ça fait 1 an et demi qu'on parle de ça à Ottawa. Ça a dormi sur les tablettes au Québec pendant des mois. Puis là, au mois de novembre, il faut sortir des tests rapides. Ça, Et on disait hier que le Québec n'était pas prêt à une pandémie. Est-ce que le Canada était prêt à une pandémie? Non, pas plus. Personne ne l'a vu venir. Pas plus, pas à tout. Pas du tout. Pas du tout. Mais rare, je vais faire baisser votre pression un peu. On va parler parce que ça fait... Je suis en forme en matin, oui, tout ça. Très en forme. Non, mais
On va terminer sur une note plus joyeuse, plus positive. Il y a eu une activité la semaine dernière au Mont Sugarloaf. Oui. Une activité qui était pourquoi dans le cadre de En quoi? fait, moi, comme je t'ai dit, je vais te dire, je t'ai tanné d'être à la maison. Là. À un moment donné, il faut aller prendre l'air. Là, puis j'ai décidé de faire une activité. On a fait une activité sur Facebook. En fait, il y avait moi, Mireille, Annie, son fils, son fils, puis Annie, puis il y avait 3 filles de Québec qui étaient là, puis 2 autres couples qu'on a rencontrés. OK, c'est une activité vraiment... Là, non, mais moi, j'ai invité la population à venir, mais le matin, samedi matin, il faisait moins 38, là, avec le vent. Fait que, bon, moi, je savais que dans le bois, on n'aurait pas de vent, là, ou très peu, ou en tout cas pas mal moins, mais il faisait moins 22, moins 23, je pense. Mais quand on était dans... Puis là, j'invite les gens à aller faire ça une fois dans leur vie. Là, c'est vraiment... Puis d'ailleurs, on va répéter l'expédition, là, en tout cas, en espérant qu'il va faire un peu moins froid la prochaine fois. Mais on veut refaire l'événement pour réinviter les populations à découvrir le Mont Sugarloaf. Parce que dans Chaudière-Appalaches, dans les Hauts-de-Montmagny, c'est un bijou, littéralement. C'est un bijou qu'il faut absolument aller voir puis aller essayer. Moi, je vais réinviter les gens à aller faire ça. Là, et c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire. Puis, moi, je ne me calcule pas de quelqu'un en forme, là, nécessairement, mais on a fait 6,5 km de marche dans le bois. Évidemment, c'est pas sur le plat, hein, ça monte, ça descend, etc. Ouais. Alors, ça a été... pas en forme, mais vous l'avez fait quand même. Très agréable. Oui, absolument. Ça a été très agréable. C'est très froid. On va le refaire, tu viendras avec nous autres. J'ai vu des photos sur Facebook. Là, je voyais que Annie Francasse était bien habillée. Parce que... Oui, il faisait froid. Bernard, merci beaucoup. C'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup. Merci, c'est toujours des entrevues très intéressantes. Toujours plaisir. On se revoit en février, voilà. Dans quelques instants, on vous présente la chronique La Pouponnière. Donc, Bernard Généreux, merci beaucoup. C'était notre invité pour aujourd'hui. Alors, on se retrouve demain pour notre émission d'information. L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude.